Bonjour, le Laboratoire de l'égalité est une association de 1500 hommes et femmes, experts et expertes, engagés sur l'égalité femmes-hommes au travail. Nous interpellons les responsables économiques et politiques et leur présentons des propositions sur l'égalité femmes-hommes. Dans ce cadre, le laboratoire de l'égalité ne pouvait pas rester indifférent ni aux conséquences des technologies de l'intelligence artificielle, ni sur les inégalités entre les femmes et les hommes. En conséquence, comme il le fait depuis sa création, le laboratoire de l'égalité publie un pacte pour l'égalité femmes-hommes spécifiquement dédié à l'intelligence artificielle. En conclusion, faisons émerger nos championnes de l'intelligence artificielle et utilisons l'intelligence artificielle pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes en France, en Europe et au niveau international. Bonjour toutes et tous, Annie Batz, Laboratoire de l'égalité. Quelques mots sur la genèse du pacte, pas sans elle, avant qu'il ne vous soit présenté en détail. L'intelligence artificielle déferle sur le monde entier. Elle transforme notre société, nos modes de vivre, notre travail, nos loisirs, nos déplacements, notre santé et plus encore. On voit actuellement son utilisation dans la période du Covid-19 en termes de recherche, d'interprétation, de régulation et de contrôle de la maladie et des malades. Elle s'infiltre partout dans notre quotidien, de notre cafetière à notre voiture, en passant par nos assistants personnels. Il y a 8 milliards d'objets connectés dans le monde, des autos sans chauffeur, des drones qui nous surveillent, des aides à la décision dans de plus en plus de domaines. Justice, sécurité, transport, culture, santé et bien d'autres. C'est pour le meilleur d'après certains, pour le pire d'après d'autres. On savait que, comme dans la plupart des disciplines scientifiques, l'IA était un univers d'hommes. Seulement 12% de femmes dans la profession. Et 90% des développeurs qui configurent toutes ces petites merveilles sont des messieurs. Et on s'aperçoit depuis quelque temps, aux surprises, en particulier dans les aides à la décision automatique de plus en plus sophistiquées, que cette intelligence artificielle faite d'algorithmes abondamment nourris par d'énormes bases de données est passablement sexiste. On la découvre truffée de biais qui discriminent les femmes. Le laboratoire de l'égalité, qui est en chasse permanente des stéréotypes de sexe qui bloquent l'égalité professionnelle, a été parmi les premières associations à s'en émouvoir. Dès 2016, nous avons commandé un ouvrage sur le sujet à 2 jeunes docteurs en sciences, Aude Bernheim et Flora Vincent, que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans cette aventure. L'intelligence artificielle, pas sans elle, a été publiée chez Belin dans le cadre de la collection Égal à égal du Laboratoire de l'égalité. Il a eu un large écho. Il a alors été décidé par le labo de continuer à creuser le sillon et les perspectives d'analyse et d'évolution ouvertes par le livre. Et un groupe de travail a été constitué avec les autrices, des experts, des entreprises, des associations, sous la houlette de Muriel Garnier. Ces travaux ont débouché après 2 ans, comme les autres travaux du laboratoire, sur un pacte de l'égalité, mais spécifique sur l'intelligence artificielle. Ce pacte est destiné à sensibiliser, mobiliser les parties prenantes du domaine
sur les effets délétères d'une IA qui serait discriminante à l'endroit des femmes, sur les effets bénéfiques d'une IA égalitaire et sur les moyens opérationnels d'y parvenir. Muriel Garnier, ingénieure et administratrice du laboratoire de l'égalité, qui a piloté le groupe de travail, va vous présenter la logique du pacte qu'elle commentera ensuite au fur et à mesure de son déroulé et des différentes interventions. Bonjour, Muriel Garnier en charge du programme Intelligence artificielle au sein du laboratoire de l'égalité. Je vais vous présenter maintenant comment nous avons construit ce pacte et quelles sont ses particularités. Ce pacte, comme vous l'avez compris, est un ensemble de propositions, de solutions et d'actions concrètes. Et donc, nous avons voulu que ces propositions soient réalistes et faisables. Aussi, nous avons travaillé avec des acteurs du terrain et de différentes origines. Nous avons travaillé avec des entreprises, Renault et Engie, avec une école de formation Simplon, avec des startups comme Neodia, Form Workplace ou d'autres, avec des experts d'intelligence artificielle, Aude Bernheim et Flora Vincent qui ont écrit le livre « L'intelligence artificielle, pas sans elle ». Microsoft nous a apporté également son soutien en relisant le pacte, en faisant des commentaires et en le validant. Nous avons également demandé à des associations de la Fondation Femmes et Numérique et d'autres associations comme Femmes et Sciences, Femmes et Ingénieurs, Femmes et Mathématiques de participer. D'ailleurs, je remercie tous ces acteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce pacte. Et donc, à partir de là, nous avons construit ce pacte sur tout un ensemble d'actions concrètes. Et la structure du pacte se présente en 3 chapitres, 3 ensembles de propositions, de solutions, d'actions concrètes. Le premier ensemble, donc, ce sont des actions court terme sur les algorithmes et les bases de données et leur construction, leur conception. Donc, c'est agir sur les données et les algorithmes afin de permettre que l'IA devienne ou soit égalitaire entre les femmes et les hommes. Le deuxième ensemble d'actions concrètes est de créer un environnement éthique favorable au développement de cette IA égalitaire. Là aussi, il n'y aura pas d'IA égalitaire s'il n'y a pas de mise en place de cadres éthiques au travers de normes, de standards, de comités éthiques, d'instances de gouvernance. Et troisième ensemble d'actions liées à la formation, à l'éducation, qui va permettre de nommer autant de femmes que d'hommes dans l'intelligence artificielle et dans le numérique. Donc ces 3 ensembles d'actions qui sont, comme je vous l'ai dit, de nature technique à court terme, mais aussi d'actions plutôt culturelles, moyen, long terme, sont déclinés en détail dans le pacte. Il y a une quatrième dimension, je dirais, qui est transverse à ces 3 ensembles de solutions, c'est la mobilisation. Et on en parlera plus tard dans la conclusion, parce que s'il n'y a pas de mobilisation de tous les acteurs de l'écosystème du numérique, eh bien, nous n'atteindrons pas cet objectif d'égalité femmes-hommes. Donc nous allons maintenant rentrer dans le détail du pacte. Nous allons, à base d'illustrations et de témoignages de nos différents partenaires, vous présenter le détail des 3 grands ensembles d'actions que nous vous proposons.
Bonjour. Alors, comment peut-on agir sur les données et les algorithmes de l'intelligence artificielle pour éviter qu'ils ne reproduisent des résultats sexistes? Alors, ça va marcher en plusieurs étapes. La première, ça va forcément être d'essayer de faire prendre conscience aux artisans de cette intelligence artificielle, que ce soit les chercheurs, les développeurs, mais aussi les utilisateurs et les prescripteurs, ou même les fournisseurs de cette intelligence artificielle. Il va falloir les former pour leur faire prendre conscience que les biais sexistes peuvent se cacher dans l'intelligence artificielle et qu'on va finir par créer des machines qui vont inintentionnellement être inégalitaires. Et il faudrait qu'à partir de ces savoirs accumulés, de ces formations, on puisse aller vers une création d'intelligence artificielle qui soit intentionnellement égalitaire. Et cette démarche-là, on va dire d'être un peu plus proactive, elle peut se faire de 3 façons différentes. La première, ça va par exemple être d'encoder dans le script des algorithmes des objectifs égalitaires. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par engager une vraie réflexion sur l'importance de la variable du sexe et du genre dans l'IA qui va être développée. Par exemple, si on veut développer un algorithme pour détecter des CV intéressants sur les réseaux, a priori, la variable du sexe et du genre va avoir une importance. Si on veut développer un algorithme qui permet de reconnaître des tumeurs à partir de photos, a priori, là encore, la variable du sexe et du genre va être importante. A l'inverse, si on essaye de développer un algorithme qui va, par exemple, recréer un tableau, a priori, la dimension du sexe et du genre ici n'est pas tout à fait pertinente. Mais si le sexe et le genre, et où le genre joue un rôle, dans ces cas-là, comment peut-on garantir l'égalité à différentes étapes du développement de cet algorithme? Par exemple, dans le cas d'un algorithme qui va être chargé de recruter des CV, on peut demander à cet algorithme de proposer autant de CV de femmes qu'il n'y a de femmes dans le vivier général des CV disponibles. Si par exemple j'ai 20% de femmes dans un domaine spécifique, je vais demander à cet algorithme de me proposer au moins 20% de CV féminins, à savoir qu'on va avoir un algorithme qui va être représentatif de la proportion homme-femme qu'il existe, on va dire, sur le marché. On peut aussi contrôler a posteriori, à travers par exemple des données désagrégées par sexe, qu'aucun groupe n'a été défavorisé. Par exemple, dans le cas de l'algorithme qui doit aider à détecter s'il y a des tumeurs ou non, on peut a posteriori vérifier que le taux d'erreur ou le taux de succès est le même pour le groupe d'hommes que le groupe de femmes, donc aucun sous-groupe, aucune sous-population particulière n'a été défavorisée ou pour lequel l'algorithme serait potentiellement moins performant. Et si tel était le cas, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Donc ça, c'est un peu la première option, on va dire, dans le cadre d'être proactif, c'est vraiment d'essayer de entre guillemets, encoder dans le script une vision égalitaire. La deuxième possibilité, c'est plutôt que d'essayer en permanence de fixer cette intelligence artificielle, c'est plutôt d'en faire un levier pour favoriser l'égalité. Donc, par exemple, l'IA, c'est un excellent outil de diagnostic qui permet d'analyser très très rapidement des quantités faramineuses de données. Donc, on pourrait utiliser l'IA pour rendre les inégalités visibles. On sait que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, donc on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour calculer et comparer le temps de parole accordé aux hommes et aux femmes dans certains médias ou dans des réunions, ou même le nombre de femmes dans certaines fonctions, mais de le faire de façon actualisée et à très forte granularité. Car en effet, si on dispose d'un diagnostic très fin de la situation, on est capable de proposer des solutions qui vont être plus adaptées, car on aura aussi une meilleure idée de là où sont les points de blocage pour permettre l'égalité. On peut aussi aller plus loin, toujours dans l'idée d'utiliser cette IA comme levier de l'égalité et vraiment demander aux intelligences artificielles de créer cette égalité. Et alors je vais utiliser un mot qui pourra faire peur, mais un peu à l'instar des quotas, on peut aussi demander à l'égalité, on peut aussi fixer des quotas à l'intelligence artificielle, par exemple en introduisant des lignes de code dans ces algorithmes qui vont intentionnellement aller vers l'égalité. Donc encore une fois, sur l'exemple des CV, des algorithmes qui permettent de recruter des CV, on peut dire plutôt que de proposer une proportion de CV qui est représentative de la moyenne, par exemple si j'ai 20% de femmes dans le vivier, je vais proposer 20% de salaire, non, si on veut aller vers une égalité réelle,
on peut demander à l'algorithme de proposer 50% de CV féminins. Donc on exagère vraiment, on s'éloigne de la réalité, car la réalité suggère qu'il n'y a que 20% de femmes dans le vivier. Mais comme on veut être proactif, on va vraiment demander à l'algorithme de proposer plus de CV féminins que ce qu'il n'y a dans le vivier, et ainsi encourager vraiment le déplacement du ratio homme-femme vers plus d'égalité. La dernière façon d'encoder des algorithmes égalitaires, ça va être de veiller à ce que ce qu'on appelle les IA un peu incarnées ou matérialisées à travers les assistants vocaux, mais aussi les robots, n'enferment pas les femmes dans un second rôle. Donc typiquement, ça va être d'essayer d'attribuer un genre neutre aux assistants numériques, que ce soit leur nom, leur forme, leur couleur, mais aussi leur voix. Et par exemple, il y a un groupe danois récemment d'informaticiens et de linguistes et de concepteurs qui ont mis au point Q. Q, c'est le nom d'une voix qui n'a pas de sexe identifiable et qui permet ainsi d'éviter d'avoir une assignation genrée à un assistant vocal. C'est-à-dire qu'avec ça, on évite vraiment la systématisation des voix féminines comme voilà, les éternelles assistantes de domicile au service des femmes. Donc il y a vraiment à travers d'une part évidemment la formation des personnes qui vont créer, utiliser et mettre en place ces algorithmes. Derrière cette formation-là, une nécessaire prise de conscience que les biais sexistes ne sont pas inhérents aux intelligences artificielles, que ces biais sexistes sont là car les algorithmes ont avant tout été créés par des humains et que les humains sont remplis de biais souvent inintentionnels. Et une fois que cette prise de conscience-là est réalisée, vraiment d'essayer d'aller à travers ces trois options possibles, et il y en a certainement plein d'autres, mais la première étant d'abord d'encoder l'égalité, ensuite de vraiment pousser ces algorithmes vers plus d'égalité en enforçant l'égalité dans ces algorithmes-là, mais aussi et enfin de veiller à ce que toutes les formes d'intelligence artificielle soient les moins sexistes possibles. Merci. Le moment historique dans lequel nous sommes, en fait, est vraiment une opportunité incroyable vis-à-vis de ce défi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à 3 challenges. 1. Imaginer ce que l'intelligence artificielle peut faire pour elles. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà lancé des expérimentations. Certaines marches fonctionnent, certaines échouent, mais la plupart des entreprises n'ont pas encore fait le tour du sujet. Et du coup, définir une stratégie solide à moyen terme d'intelligence artificielle. 2. Les entreprises, elles doivent former massivement à la fois leurs cadres et puis leurs opérationnels à l'intelligence artificielle pour que les cadres conçoivent des applications d'intelligence artificielle pertinentes et à la fois pour que les opérationnels comprennent exactement ce qu'ils peuvent attendre de ces applications. Et puis le 3e défi, c'est le défi des discriminations et de l'égalité homme-femme. Et on peut profiter du moment où l'on va former ces populations à l'intelligence artificielle pour leur enseigner les bons réflexes en matière d'égalité homme-femme. Pourquoi l'intelligence artificielle en fait discrimine ? Parce que fondamentalement, l'intelligence artificielle moderne, c'est-à-dire celle qui se fonde sur le machine learning et le deep learning, utilise des données pour apprendre et pour après simuler des comportements humains. Ces données, ce sont des données historiques. Si historiquement, l'entreprise, au niveau du recrutement par exemple, a favorisé plus les hommes, si l'entreprise, par exemple, historiquement, rémunère mieux les hommes que les femmes, eh bien, l'intelligence artificielle, si on ne l'aide pas, si on ne la corrige pas, si on ne la pilote pas, risque de formuler des recommandations qui reproduiront ces mauvais comportements. A l'inverse, si jamais en fait on applique une méthode rigoureuse, pour le coup, on peut se débrouiller pour que ces biais n'existent plus dans les applications, dans les recommandations que produiront les différentes applications de l'intelligence artificielle. Ces biais, ils peuvent être générés à 2 niveaux, au niveau des données et au niveau des algorithmes. Au niveau des données, donc, du coup, il est assez important de vérifier, de mesurer les écarts qu'il y a entre les données concernant les hommes et les femmes, et de mesurer les inégalités. Si jamais, et ces inégalités, elles peuvent intervenir à différents niveaux. Au niveau du volume de données concernant les femmes et au niveau de la représentation des femmes dans ces données, qui peut se refléter à travers les textes que va digérer et interpréter l'intelligence artificielle, qui vont donner une certaine représentation des femmes ou de la femme ou des femmes. Et elles peuvent aussi intervenir par exemple au niveau des images.
Les femmes qui sont qui peuvent être représentées, par exemple, plutôt dans des missions, dans des fonctions subalternes ou dans des contextes en fait qui dévalorisent la femme ou qui la mettent dans une position d'infériorité. Donc le pacte en fait vous guide largement en fait dans cette démarche-là, et puis il vous guide aussi sur la partie correction des algorithmes, dans l'entraînement des algorithmes, de façon à ce qu'à la fin, dans les résultats, les recommandations qu'ils formulent, les hommes et les femmes soient traités exactement de la même façon. En synthèse, je voudrais vous faire un récapitulatif rapide de cet ensemble d'actions techniques. Donc agir sur les données, ça signifie développer des bases de données égalitaires pour garantir la représentativité des femmes dans les données. Donc pour cela, il faut combler ce qu'on appelle le gender data gap et intégrer des données ventilées par sexe. Il faut mesurer les inégalités grâce à des outils comme des statistiques sexuées qui permettent d'identifier les écarts et donc derrière de corriger ces écarts. On peut équilibrer également la proportion de données entre hommes et femmes en vérifiant cette proportion. Pour cela, il faut analyser ces bases de données, donc à la fois tout ce qui est vidéo, texte, images, et de mesurer ces écarts afin d'équilibrer le volume de données entre femmes et hommes. Donc c'est un gros travail, ce type d'alignement ou de nettoyage entre guillemets de bases de données, et qui peut être très coûteux, mais il existe par ailleurs des bases de données égalitaires déjà, et donc celles-ci, il faut vraiment les promouvoir, il faut les labelliser, donner accès direct à ces bases de données, alors ce sont bien évidemment des données publiques, et les déployer de plus en plus pour qu'effectivement ce gros travail de nettoyage entre guillemets de bases de données ne soit pas si coûteux que ça. Le deuxième axe d'action technique, c'est de concevoir et de développer des algorithmes égalitaires. Et ça veut dire que dès la conception, il faut vérifier si les objectifs qui sont fixés à ces algorithmes sont des objectifs d'égalité. Et ensuite, bien évidemment, les encoder dans le script des algorithmes. Il faut aussi tester les productions de ces algorithmes, et si possible avec des équipes mixtes, ce qui donnera des regards équilibrés. Il faut refaire et corriger tous les processus de développement, de conception-développement, si on s'aperçoit que les résultats ne sont pas neutres et qu'on sont déjà biaisés. Et dernier point important dans l'action sur les algorithmes, c'est d'éviter la reproduction de codes non égalitaires qui existent déjà sur des plateformes, car vous avez déjà des plateformes de code prêtes à l'usage que vous pouvez copier-coller, et donc de ce fait qui amplifie la propagation des biais. Donc voilà l'ensemble de ces actions en synthèse, et que vous retrouverez donc dans le premier chapitre de notre pacte. Je vais vous présenter maintenant le deuxième chapitre de ce pacte, intitulé « Créer un environnement éthique favorable au développement d'une IA égalitaire ». Comme je vous le disais, on ne pourra pas changer ou faire évoluer l'IA, en tout cas la technique, sans changer les comportements et les mentalités. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à des algorithmes simplistes, à des statistiques plus ou moins exactes en termes d'égalité, à une opacité de fonctionnement d'algorithmes, à de la reproduction d'inégalités. Et en fait, le fonctionnement de l'IA pose des questions éthiques. Et pour répondre à ces questions éthiques, il faut déjà avoir une définition claire de ce qu'est l'IA éthique, et à partir de là, définir un cadre qui va permettre d'évaluer, de contrôler l'ensemble de tous ces outils IA. Et donc l'objectif au travers de cet environnement éthique, c'est de définir des normes, des standards, de pouvoir mettre en place des procédures d'évaluation et de contrôle pour la transparence
de l'IA, des algorithmes ou des bases de données. C'est mettre aussi en place des outils de détection et d'analyse de ces biais. Et enfin, d'avoir un cadre, j'allais dire, un peu réglementaire qui permette de mettre en place ces procédures et ces outils. Alors, il y a déjà un certain nombre d'initiatives au niveau européen et français. On a une commission de 52 experts au niveau Europe qui a été mis en place depuis l'année dernière pour définir ces critères éthiques. L'UNESCO également en 2019 a décidé de réaliser un outil normatif centré sur l'humain. Donc en fait, l'ensemble de ce cadre éthique permettra de développer une IA égalitaire entre femmes et hommes, sachant que ce volet d'égalité femmes et hommes est un des volets de l'IA éthique. L'intelligence artificielle, donc il faut savoir que cela remonte aux années 50, par exemple avec la machine de Turing. Turing était un informaticien. Maintenant, aujourd'hui, on parle plutôt d'algorithmes, de bases de données massives, d'apprentissage statistique, de réseaux de neurones. L'intelligence artificielle n'est pas neutre et donc, en effet, les algorithmes vont dépendre des critères choisis, des échantillons choisis. S'il y a des hommes et des femmes, ou simplement un certain type d'hommes ou un certain type de femmes, vont dépendre des paramétrages. Et ce qui nous intéresse, donc, c'est l'intelligence au carrefour de l'égalité, l'intelligence artificielle au carrefour d'égalité femmes-hommes. Je vais prendre un exemple. Dans les assurances, il y a beaucoup d'exemples, mais on va prendre l'assurance. Quand il s'agit de donner un crédit et de calculer un indice de risque, les assurances vont construire de très grandes bases de données de clients et l'instruction, la délibération de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, en 2006 avait décidé que la variable sexe pouvait être présente dans les questionnaires et en 2008 a supprimé cette variable sexe. Alors que l'on sait que les femmes sont souvent ont moins d'accidents, sont souvent plus diligentes à rembourser leurs prêts. Par exemple, dans les pays en voie de développement, ce sont toujours les femmes qui reçoivent les microcrédits, elles sont plus responsables. Et donc, on se rend compte que le choix qui a été fait en France par la Commission informatique et liberté, eh bien, certainement est à l'origine de grandes inégalités entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, d'abord, on doit faire de la formation, de l'information des jeunes, notamment les jeunes femmes, les jeunes filles. Et c'est ce que nous faisons dans nos associations en allant dans les classes et en organisant des sessions de formation, par exemple Girls in Tech. Il faut aussi former les formatrices et les formateurs à l'égalité femmes-hommes, les formatrices et formateurs dans les masters, 2 masters Big Data,
Big Data et finance, Big Data et assurance, Big Data et fouille de données, et former les étudiantes et les étudiants de ces masters. Il ne faut pas oublier d'évaluer ces formations. On pourrait donc penser que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes embauche ou envoie des expertes et des experts analyser les formations qui sont données dans ces masters au titre de l'égalité femmes. Et enfin, il faut aussi comprendre que les obstacles que vivent les femmes, le fait qu'elles soient très peu nombreuses, pourquoi sont-elles si peu nombreuses en intelligence artificielle, ce sont des obstacles systémiques. Ce n'est pas parce que les femmes ne devraient pas être dans ce milieu-là, parce qu'elles ne se comportent pas comme il faudrait, elles ne font pas les bons choix, mais c'est beaucoup plus certainement des choix systémiques. Et donc ces questions doivent être étudiées de façon sérieuse et scientifique par des études statistiques et sociologiques. Et ces résultats doivent être diffusés aussi largement. Enfin, donc nos associations, donc je voudrais simplement dire un mot sur nos associations. Nous sommes un ensemble d'experts scientifiques et on peut donc aller conseiller les organisations gouvernementales, les autres associations, nous conseillons les jeunes et nous intervenons donc auprès des jeunes, faisant de mentorat en particulier et intervenant dans les classes. En synthèse, les solutions que nous vous proposons pour définir ce cadre éthique se situent à 3 niveaux. Le premier niveau, la recherche. Il faut mettre en place, organiser des groupes de recherche pluridisciplinaires qui associent des philosophes, des sociologues, des psychologues, des universitaires, des experts d'IA pour définir ce cadre éthique, que ce soit les outils, les règles, les procédures. Il faut également aller plus loin dans la recherche, dans la conception de l'IA en intégrant dès cette conception le critère de genre et en adoptant par exemple des démarches de type design thinking. Il faut généraliser les audits de conception, de fabrication de l'IA depuis la conception en passant par le développement, les tests, la mise en service opérationnelle du système final. Le deuxième niveau, c'est la gouvernance, c'est mettre en place des instances d'évaluation et de contrôle qui vont se baser sur ce cadre éthique pour remplir leur rôle. Créer un label d'IA éthique, et il y a déjà des tentatives avec l'AFNOR, ADEL, ORCA. Rendre opérationnels ces labels d'IA en les intégrant dans les processus de l'entreprise, dans les appels d'offres comme critères d'IA éthique ou dans les appels à grands projets. Le troisième niveau, c'est le plan réglementaire. Il y a déjà des lois en vigueur dans le numérique et dans l'informatique, la RGPD, des lois de la CNIL, mais il faut les compléter, les faire appliquer, contrôler leur application. Et du côté utilisateur et producteur d'IA, bien évidemment, les respecter, se faire ses propres autodiagnostics basés également sur ce cadre éthique. N'oublions pas que ces solutions vont rendre plus confiants les utilisateurs, vont les rassurer sur le fonctionnement de l'IA grâce à une transparence plus importante de ce fonctionnement. Nous allons aborder maintenant le troisième ensemble de solutions que nous proposons dans le pacte. Les objectifs de cet ensemble de solutions sont 1. De permettre l'accès des femmes aux métiers du numérique à tous les niveaux, 2. De les inciter à y rester et 3. De les valoriser. Le constat aujourd'hui est assez navrant. 12% de femmes sont présentes dans les métiers du numérique. Cette absence, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, il n'y a pas d'orientation vers ces filières scientifiques et numériques, pas de connaissance des métiers du numérique,
pas de formation, d'information au métier du numérique, et tout simplement parce que les stéréotypes sont encore là, bien ancrés, qui montrent la femme qui n'est pas apte à rentrer dans ces filières scientifiques et numériques. Une fois que les femmes ont réussi à intégrer ces métiers du numérique, 45% partent, tout simplement à cause de l'ambiance sexiste et des conditions de travail très difficiles dans un monde très masculin. Très peu de valorisation également dans le développement du numérique, puisque 15% de start-up du numérique sont créées par des femmes et très peu de levées de fonds sont accordées à des femmes. Donc on ne peut pas en rester là. Il faut absolument qu'elle soit présente parce que 50% de la population qu'elle représente ne peuvent pas être laissés de côté dans leur choix, dans leur existence. Il faut qu'elle soit présente afin d'avoir beaucoup plus de neutralité dans tous les lieux stratégiques, dans les instances de gouvernance, dans les comités éthiques. Il faut qu'elle soit présente également parce que ce secteur est en très fort développement et ça va leur permettre d'accéder à des emplois bien rémunérés et socialement valorisés. Et dernier point, pour des raisons éthiques, on le sait, la diversité et notamment l'égalité concourent à la performance économique. Donc maintenant, une illustration de ce constat et des témoignages sur les solutions que nous proposons. Simplon intervient depuis 2013 dans la formation gratuite de demandeurs d'emploi aux métiers du numérique qui sont en forte tension pour leur offrir des débouchés en termes d'insertion professionnelle. On sait qu'il y a énormément de demandes dans ces métiers-là et on sait qu'il y a toujours très peu de femmes dans ces métiers-là. Et donc à Simplon, on s'est donné pour objectif et pour mission d'avoir une parité dans nos formations, ce qui est extrêmement difficile, même si on est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à 38% de femmes dans nos formations. Donc ce qui est vrai pour tous les métiers du numérique, c'est particulièrement vrai pour les métiers de l'IA, où depuis 2018, on travaille en partenariat très étroit avec Microsoft pour former des centaines de personnes au métier de l'intelligence artificielle avec un objectif de parité homme-femme qui est extrêmement difficile à atteindre, mais qui est vraiment notre objectif. Donc avoir plus de femmes dans les métiers techniques du numérique et dans l'IA, ça veut dire former toute la chaîne de valeur qui relaye les stéréotypes de genre. Donc ça veut dire qu'on commence dès l'école, on commence dans les familles, on forme les pédagogues, les formateurs, les orienteurs, les personnes de Pôle emploi, des missions locales, bien entendu nos propres formateurs et formatrices, et bien entendu les entreprises qui accueillent les femmes. C'est extrêmement important sur l'ensemble de cette chaîne de valeur de lutter contre les stéréotypes, d'autant que ces stéréotypes-là, en fait, on se rend compte qu'ils sont culturels, puisque Simplon intervient dans 20 pays, notamment au Maghreb, au Moyen-Orient et en Inde. Et là, on n'a absolument aucun problème à convaincre les filles et les femmes de rejoindre nos formations et les métiers du numérique, puisque c'est extrêmement valorisé dans ces pays-là de faire du numérique. Donc c'est le stéréotype inverse de celui qu'on connaît.
Donc dans le cadre des enseignements obligatoires, du code à l'école, de la culture numérique qui est maintenant obligatoire en seconde, il faut inciter à parler des stéréotypes de genre dans ces cours-là et bien sûr pousser les filles et les jeunes femmes à choisir les spécialités numériques et sciences informatiques et à s'engager dans ces métiers-là pour qu'elles prennent toute leur place et qu'elles façonnent un numérique qui est à l'image de la population et qui intègre les questions de genre et les questions hommes-femmes. Ça, c'est très très important. C'est ce qu'on fait à Simplon en formant nos propres formateurs et nos propres formatrices aux questions de genre. On le fait aussi, bien entendu, pour faciliter les atterrissages dans les entreprises en essayant de former les équipes RH et les équipes IT aux stéréotypes de genre pour que les environnements de travail, les processus RH, le recrutement soient le plus woman-friendly possible. Bien entendu, même si c'est vraiment très marginalement le cas à Simplon, on lutte contre le sexisme et le harcèlement dans nos écoles, puisqu'il peut bien entendu toujours exister. Personne n'est complètement à l'abri de ce genre de choses, donc il faut continuer ce combat. Et on fait énormément de plaidoyer sur la question d'une IA non sexiste, qui est vraiment une question qui est à la fois très simple et très complexe. Elle est très simple en ce sens qu'il faut dégenrer les données, il faut dégenrer les professionnels du numérique en faisant en sorte que plus de femmes s'emparent de ces métiers-là et manipulent des algorithmes et fassent du machine learning avec un esprit de femme sur des datas non genrées pour pouvoir éviter les biais de genre dans les IA. Et bien entendu, ça va jusqu'à l'accompagnement à la création d'entreprises, puisque bien entendu, plus les entrepreneurs, les formateurs et les gens qui travaillent dans l'IA seront des femmes, plus bien entendu l'IA et la culture de l'IA sera non genrée et non sexiste. Il s'agit d'imposer aussi des quotas, c'est ce que fait Simplon, donc avec 30% minimum de femmes dans ses formations, avec toujours un objectif d'avoir 50%. Et c'est ce qu'on fait aussi au travers de formations, de pré-formation, de préqualification avant de rentrer dans nos formations, qu'on appelle des SAS aqueuses. C'est quelque chose sur lequel au début j'avais beaucoup de doutes, mais qui fonctionne et qui a démontré ses résultats. Ce sont des environnements de quelques semaines réservés aux femmes, où les femmes sont dans un environnement de confiance, libèrent leur parole, travaillent sur les stéréotypes de genre et la culture du numérique. Et en fait, elles combattent le syndrome de l'imposteur, elles se boostent. Et quand elles arrivent dans des formations paritaires, ou en tout cas mixtes, elles ont un profil complètement différent, elles prennent plus facilement le lead. Et donc parfois, il faut passer par de la non-mixité pour avoir de la mixité. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être parfois rebutant pour notre esprit un peu français, un peu républicain. Mais c'est des choses qui ont démontré leur efficacité. Donc les quotas, la discrimination positive. Et d'ailleurs, on devrait dire, comme les anglo-saxons le font, pas la discrimination positive, mais l'affirmation positive, puisqu'il ne s'agit pas de discriminer dans l'autre sens, mais d'éviter toutes les discriminations. Je suis directeur scientifique dans la direction de la recherche du groupe Renault et depuis 5 ans, je me suis intéressé à différents aspects éthiques de la robotique et de l'intelligence artificielle embarquée dans un véhicule autonome et aussi au traitement des données personnelles et sociales. En décembre 2019, j'ai été sollicité pour faire partie du Comité national pilote d'éthique du numérique avec une saisine du gouvernement sur 3 domaines d'application: les agents conversationnels, le véhicule autonome et le diagnostic médical. Plus récemment, dans le contexte de la crise du Covid-19, nous avons été amenés à intervenir sur l'utilisation massive du numérique en situation de crise sanitaire. Et dans tous nos avis, nos débats, nos communiqués, un des critères éthiques majeurs, au-delà de la protection des libertés et de la vie privée, est celui de l'équité, qui se traduit en particulier par la non-discrimination et la bienveillance. Ce n'est pas un hasard si notre premier avis, qui est paru début avril dans le contexte de la crise, a porté sur en particulier la fraternité numérique, c'est-à-dire l'accès au numérique et la solidarité avec les personnes les plus exposées, les plus vulnérables et en situation de précarité. Je conclurai en disant que nous devons développer une IA responsable et soucieuse de ce que j'appelle l'éthique du visage, au-delà du halo numérique. Autrement dit, une IA qui n'occulte pas le vrai visage d'autrui, qui est fait un nœud charnel de regard et de parole, et faisons attention, sous prétexte de non-discrimination, à ne pas neutraliser et aseptiser complètement les rapports numériques, en occultant complètement les spécificités des personnes, qu'il s'agisse de sexe et de genre,
d'âge, de culture ou de conditions sociales, au risque de ne plus être équitable. Je suis Manuela Échillé, en charge de la diversité et de l'inclusion à la direction des ressources humaines du groupe Renault. Au sein du groupe Renault, on a vraiment à cœur de sensibiliser à la non-discrimination, aux biais, aux stéréotypes et de promouvoir ainsi l'ensemble des diversités au sein de notre entreprise, telles que la mixité et l'égalité femmes-hommes. C'est pour cela que l'on s'est associé au laboratoire de l'égalité pour co-construire avec d'autres entreprises et associations ce pacte pour une intelligence artificielle égalitaire entre les femmes et les hommes. Historiquement, dans un milieu industriel et automobile, la mixité est un fort enjeu pour notre entreprise. Il y a 10 ans, on a lancé un plan RH associé à un réseau interne Women at Renault pour aider à la promotion, au développement, à l'épanouissement des femmes dans notre entreprise et pour promouvoir la mixité. Aujourd'hui, on compte à peu près de 25% de femmes dans nos effectifs. Et pour que cette mixité ait un impact, il faut qu'elle touche tous les métiers de l'entreprise, notamment ces métiers scientifiques, techniques, dont ceux liés à l'IA, vers lesquels les femmes se dirigent moins naturellement. C'est pour cela que l'on a intégré dans nos formations internes à l'IA ce sujet de la non-discrimination et de la mixité entre les femmes et les hommes. C'est pour cela que l'on soutient des associations comme Elle Bouge qui aident à la promotion de ces métiers scientifiques et techniques vis-à-vis des jeunes femmes, qu'elles soient collégiennes, lycéennes, étudiantes ou futures embauchées. C'est pour cela aussi que l'on sensibilise nos collaborateurs avec des outils comme un Serious Game pour tester leur comportement vis-à-vis de ce sujet de la mixité femmes-hommes. Et ce qui est fondamental, c'est d'insuffler ce changement d'état d'esprit, de créer ce climat bienveillant à tous les niveaux de l'entreprise, à tous les niveaux de responsabilité, pour attirer les jeunes femmes vers ces métiers de l'IA et surtout les inciter à y rester. En synthèse, ces solutions que nous vous proposons pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans l'IA et le numérique à tous les niveaux ne pourront se mettre en œuvre que si on diffuse largement la culture du numérique et la culture de l'égalité femmes-hommes. Les actions que nous vous proposons répondent à 2 objectifs. Le premier objectif est de lutter contre les stéréotypes qui empêchent les femmes de choisir et d'accéder aux métiers du numérique. Pour cela, ce sont des actions de formation, d'éducation et qui doivent être engagées le plus en amont possible. C'est former les conseillers d'orientation et les enseignants au métier du numérique et au biais de genre, ce qui permettra de former les jeunes filles dès le collège et dès le lycée pour qu'elles s'orientent plus facilement vers ces filières scientifiques et du numérique. C'est apprendre aussi aux jeunes filles à coder pour démystifier ces algorithmes, ces bases de données et cette technicité d'apparence qui peuvent les repousser. C'est intégrer des modules de formation à l'égalité femmes-hommes dans toutes les formations du numérique. C'est orienter les jeunes filles dans des écoles d'ingénieurs et au sein de ces écoles d'ingénieurs, les orienter vers les filières de l'IA et du numérique. Mais c'est également engager des campagnes de sensibilisation et d'information dans les entreprises du numérique pour qu'elles puissent intégrer l'égalité femmes-hommes dans le management de leurs entreprises. C'est aussi sensibiliser les utilisateurs de l'IA sur les impacts d'une IA non éthique. Et c'est également, aujourd'hui, éviter la précarisation des femmes dans les métiers connexes au numérique. Il y a de plus en plus de tâches répétitives qui consistent à analyser des vidéos, à regarder des images, à trier des données qui sont peu rémunérées, confiées en majorité à des femmes et donc qui de fait vont générer encore plus de précarité chez les femmes et de fait ne vont pas les orienter vers les métiers du numérique à valeur ajoutée. Deuxième objectif, c'est créer un climat général qui incite les femmes à rester dans les métiers et à les valoriser. Donc pour cela, j'allais dire tout simplement, c'est de rappeler, d'éviter et de lutter contre le sexisme ordinaire au travers d'actions, j'allais dire, très connues, déjà répandues dans bon nombre d'entreprises.
c'est fixer comme objectif, d'ici 3 ans si possible, 50% de femmes dans les instances de gouvernance, dans les instances stratégiques de l'IA et du numérique, ainsi que dans les comités éthiques ou dans les instances de contrôle et de validation. Pour exemple, le comité éthique qui avait été recommandé dans le rapport de Cédric Villani et qui a été mis en place depuis quelques mois. Et c'est également accompagner les femmes dans le développement, la création de start-up, en leur facilitant, en leur donnant l'accès à des financements, en étant sur des critères d'égalité femmes-hommes, et aussi en promouvant de plus en plus de rôles modèles basés sur différents types de profils d'entrepreneuses du numérique. Donc ces actions sont des actions de fond qui obtiendront des résultats à moyen long terme, mais ce sont des actions importantes et indispensables pour que les femmes soient présentes dans l'IA et dans le numérique. En guise de conclusion, quelques propositions clés parmi celles déclinées dans le pacte Pas sans elle qui vient de vous être présenté. Au fond, les algorithmes sont des sortes d'enfants mal élevés par des parents, des éducateurs en environnement, majoritairement masculin, et ils sont imprégnés des préjugés sexistes toujours présents dans notre société et qu'on leur transmet. Ils sont nourris avec des bases de données qui, comme on peut le dire vulgairement, sentent la chaussette. Résultat, ils sont machistes. Pas leur faute. Que peut-on faire pour que l'intelligence artificielle ne discrimine pas les femmes ? Que l'intelligence artificielle soit égalitaire. D'abord, concevoir dès le départ des algorithmes égalitaires. Bien les faire élever par des femmes autant que par des hommes, les corriger quand ils ont des biais sexistes. Faire le ménage à fond des bases de données existantes et quand on en crée de nouvelles, sélectionner et rassembler des données équilibrées entre les sexes. Il est donc urgent de former à l'égalité la chaîne de tous les géniteurs et génitrices des programmes IA et d'éduquer à l'égalité dès l'école, filles et garçons, pour préparer l'avenir. L'égalité doit être un état d'esprit, une culture. Ensuite, pour une IA éthique, il est recommandé d'intégrer le genre dans tout le processus de création, de développement et de mise en œuvre des systèmes automatiques. C'est l'innovation par le design. Et ici, il s'agit d'innovation genrée. Et pour assurer la pérennité de cet environnement éthique, il est indispensable, systématiquement, d'auditer, de tester, de corriger les solutions proposées par les applications de l'IA, à l'aune de l'égalité femmes-hommes évidemment. Et de pouvoir en prime expliquer comment ces propositions ont été concoctées. Enfin, il ne faut pas hésiter à utiliser la puissance de calcul de l'IA pour chiffrer et pointer les inégalités dans tous les domaines. Puis, pour que les femmes trouvent leur juste place à tous les niveaux dans l'IA, il faut mener en permanence une chasse aux stéréotypes de sexe qui leur bloquent l'accès au monde de l'IA ou les empêchent d'y mener une carrière à la hauteur de leurs compétences. Autre point important, généraliser l'éducation et les formations de base au numérique, codage, programmation, en priorité pour les femmes et les femmes de tous âges, afin de désacraliser la discipline et de les y attirer. Le numérique doit être une deuxième langue. En résumé, non seulement une intelligence artificielle au service de tous les humains est possible, mais l'intelligence artificielle peut servir à disséminer partout le virus de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour à toutes et à tous. L'intelligence artificielle fait partie de ces technologies qui vont façonner notre monde, qui ont déjà d'ailleurs commencé à le changer, que ce soit dans l'économie, dans la technologie, dans la société. Et le problème avec ces technologies, c'est qu'il ne faut pas qu'elles reproduisent les inégalités, les problèmes que l'on rencontrait déjà avant, qui étaient déjà présents dans la société, qu'ils viennent en quelque sorte être injectés dans ces technologies. C'est le cas
de l'égalité femmes-hommes et de l'intelligence artificielle. Puisque l'intelligence artificielle va façonner notre monde, puisqu'elle va participer à la prise de décision, il ne faut pas qu'elle reproduise les biais genrés qui existent aujourd'hui dans notre société. C'est pour cela que nous avons besoin de plus de femmes qui viennent coder l'intelligence artificielle. C'est pour cela que nous avons besoin de plus de femmes qui s'engagent dans ces métiers de l'intelligence artificielle et que nous avons besoin que l'ensemble des entreprises, des institutions, des associations de la société prennent conscience que si on ne prend pas ce problème de l'égalité femmes-hommes dans la technologie et dans les technologies, alors nous allons reproduire les problèmes que nous avons connus jusqu'ici. C'est pour ça que nous avons besoin de ce pacte pour une intelligence artificielle égalitaire qui est lancé par le laboratoire de l'égalité. C'est pour ça que mon secrétariat d'État le soutient pleinement. Je pense que la question des femmes dans le numérique et de la place des femmes dans le numérique, que ce soit dans les métiers, dans les technologies, au sein du code, est une question qui est absolument essentielle pour notre siècle, pour les semaines, les mois et les années qui viennent. Et c'est pour ça que j'invite toutes les entreprises à s'engager dans cette dynamique pour que nous fassions en sorte que demain soit plus égalitaire qu'hier. Vous venez d'entendre Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, et son appel à la mobilisation générale. Nous sommes toutes et tous concernés et acteurs et actrices de l'égalité, que l'on soit décideurs, décideuses, producteurs, utilisateurs de l'IA, grand public, médias, secteur privé, secteur public, car cette IA est une vraie révolution industrielle qui est en train de transformer notre société, pour ne pas dire déjà l'avoir transformée en partie. Chaque partie prenante de cet écosystème IA doit aussi se sentir concernée et connaître ses droits, ses devoirs, son plan d'action ou de réaction. Il est important que toutes ces parties prenantes travaillent ensemble. Ainsi, les chercheurs, les chercheuses avec les industriels, les utilisateurs, les utilisatrices avec les fournisseurs. Aussi, maintenant, à nous de jouer, de s'approprier ce pacte et de relayer, mettre en place ces solutions. Je voudrais ajouter que signer ce pacte et le déployer dans vos organisations, c'est une prise de conscience officielle de ces enjeux d'IA égalitaire et la volonté de s'engager au service de la culture, de l'IA non sexiste et non discriminante. Ce pacte est le vôtre et nous, Laboratoire de l'égalité avec nos partenaires, nous vous proposons de passer à l'action et de déployer ce pacte.